Ok, aujourd'hui on est chez Focus avec Mathis. Bienvenue. En vrai, je me suis dit ça pourrait être cool de faire un podcast ici, parce que c'est une boutique à Lyon, où tu vends des vêtements de créateurs, de designers. Comment tu veux dire Créateur pour moi c'est vraiment des gens qui vont concevoir, qui vont faire la conception. Mais pour moi designer c'est vraiment plus adapté. C'est marque indépendante, designer, il y a plein de termes, mais je trouvais que designer, il y avait un côté un peu plus, un peu plus noble, quoi. Ok, d'accord. Qui me plaisait bien, parce qu'en vrai, c'est du travail de designer, quoi. Carrément. Non, je capte, sur le textile. Sur du textile. Il y a certains qui créent aussi. Il y a quelques marques comme Bizarre, il me semble que c'est la seule, non, Silicolapse aussi, donc toutes celles qui font de l'upcycling, qui vont aussi concevoir les vêtements, mais la plupart c'est des designers et donc du coup ils designent des mock-ups qui vont ensuite produire dans des ateliers dans des usines. Donc tu es implanté à Lyon, tu distribues différentes marques, tu crées des événements. Et du coup cette semaine on est venu à Lyon parce que j'ai Elliot qui est en stage avec nous et je me suis dit ça pourrait être cool de découvrir la ville. Et par la même occasion on s'est dit pourquoi pas déposer du textile toute la semaine ici, faire un mini événement et puis enregistrer un podcast avec toi pour découvrir un peu le monde des magasins physiques qui vendent nos vêtements, comment ça se passe, et puis juste un avis après sur discussion sur notre univers, notre monde, quoi, le textile. Ouais, de ouf. Donc ça fait combien de temps que tu es ici? Depuis 2019, 2020? Alors ouais, j'ai ouvert en novembre 2019, donc ça fait un peu plus de 2 ans et demi. Ok. Il y a eu des confinements, il y a eu des couvre-feux, donc c'est pas 2 ans et demi qui étaient complètement non-stop. Mais voilà, ça fait quand même 2 ans et demi que je bosse sur ce projet et que je suis physiquement dans la boutique, quoi. Tout de suite, focus sur les... Focus. Ouais. Incroyable. Sur les marques indés, sur les créateurs qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ouais. Mais je pense que j'ai toujours été intéressé par les marques indés. Tu vois, j'en achetais déjà avant. Et du coup, quand j'ai ouvert une boutique, je me suis dit, qu'est-ce que j'aimerais voir à Lyon? Et du coup, c'était assez évident pour moi de vendre des marques indés. J'ai commencé avec quelques marques lyonnaises. J'avais déjà l'idée, je vendais déjà une marque portugaise, des marques parisiennes, marque lyonnaise, donc tu vois j'avais déjà l'idée de vendre des marques un peu partout en Europe. Une sélection qu'on ne voyait pas dans les autres boutiques. C'est ça, en fait c'était remplir un vide, tu vois, qui n'existait pas à Lyon et que je considérais qu'il y avait une niche qui n'avait pas été exploitée à Lyon et moi c'était un truc aussi qui me plaisait, tu vois, j'ai fait vraiment le truc comme si la boutique dans laquelle j'aurais aimé acheter, dans laquelle j'aurais aimé traîner, discuter avec le vendeur et tout. C'était vraiment ça l'idée de base. Parce que des vêtements. Là, par exemple, il y a une expo, des fois tu fais des événements physiques avec les artistes qui interviennent. Je pense à Gilles Le Cercle qui est passé il y a une semaine. Ouais, c'est ça. Où du coup il a fait quoi? Il a peint en live, etc. Il a en fait dans le physique il faut créer un truc plus que juste vendre des vêtements, sinon c'est pas intéressant. Et donc du coup ça m'intéressait aussi de faire des expos, des vernissages, des événements pour pouvoir déjà faire rencontrer les créateurs, enfin les designers et les clients, parce que c'est un truc que t'as pas sur internet et que je trouvais ça intéressant. Et parce que moi aussi c'est un truc que j'aime, c'est un truc que j'aime organiser des événements, tout ça c'est quand même un truc assez cool, ça fait partie du côté sympa du job, quoi. D'accord. C'est vraiment, tu vois, c'est pour ça que on est là aujourd'hui, c'est aussi pour un truc de physique, c'est cool sur internet, mais t'as plein d'avantages, mais t'es dans ta bulle, tu rencontres pas les gens ils me font tellement de compliments sur la qualité du pull parce que c'est la première fois qu'ils le voient en vrai, qu'ils sont en mode ah putain, je l'imaginais comme ça. Mais moi aussi, quand j'ai vu le pull, je me suis dit putain, ok, c'est quali, c'est super doux, la coupe est belle. C'est encore une fois SO Arthur, c'est bravo à lui. Et c'est cool pour ça en vrai, je trouve, pour prouver un peu plus, je sais pas, il y a le truc de. Enfin, moi, de mon point de vue. Je le vois comme ça un peu. Ouais, alors c'est sûr que moi aussi, je trouve ça intéressant parce qu'il y a plein de gens qui veulent acheter des marques indés, mais qui peuvent pas te tester les coupes, qui peuvent pas te tester la qualité. Et donc parfois, tu peux te faire carotte sur t'achètes un t-shirt 40-50 balles, et en fait, c'est une mauvaise qualité, un mauvais coton, une mauvaise coupe. Et du coup, c'est dommage. Et du coup, au moins en physique, au moins pas. Il y a pas de. Enfin, c'est vraiment, t'as le produit directement, tu peux l'essayer, tu peux le toucher. Et il n'y a pas de mensonge, quoi. On voit directement le produit. Et en fait, moi, je considère aussi que les marques indées, parfois, font le taf aussi bien que certaines marques déjà bien installées. Du coup, il n'y avait pas de raison de ne pas les montrer en physique, quoi. Je capte. C'est trop marrant. C'est quoi la plus belle pièce que je trouve que tu as eue dans le shop? Ah, c'est intéressant. La plus belle pièce... J'ai bossé avec une marque qui s'appelle Blue Marble, qui se situe un peu dans le semi-luxe, quoi, le high-end fashion.
Et ils avaient un pull qui était magnifique, jaune, avec des espèces de... C'était en knit aussi, avec des espèces de fils qui passaient dans la maille. Et ça, c'était une des plus belles pièces. Bon, c'était un pull qui était à 450 balles, je crois, quelque chose comme ça. Est-ce qu'elle était belle pour toi? Et t'as réussi à la vendre et la faire kiffer aux gens? Ouais, c'est ça. Et ouais, non, c'était un coup de cœur. Alors, la plupart du temps, c'est des coups de cœur. Hein. Quand je fais rentrer une marque, c'est aussi parce que c'est une marque que j'aimerais porter de base. Ce que tu me disais souvent, quelquefois on a discuté un peu avant, ton kiff, c'est vraiment aller contacter les marques, chercher un peu à droite à gauche, quelle marque compléterait bien la boutique, qui te plaît? Ouais, bah c'est une grosse partie du job. Et c'est intéressant, bah c'est un peu le taf de retailer, c'est de faire la sélection. Et du coup, ouais, je trouve que c'est un des trucs les plus intéressants d'aller un peu draguer, du coup, ce que je disais, les différentes marques, les différents designers, pour pouvoir leur dire bah, voilà ce que je peux t'apporter moi en tant que boutique, à être vendu dans cette boutique, une sorte de crédibilité. Parce que je pense que ça peut jouer pour certaines marques d'être vendu en boutique. C'est évident, ouais. C'est que marque, je pense, genre de mon échelle ou moins, genre être vendu en boutique, c'est carrément un gage de confiance de fou. Les gens disent ok, je vais vraiment recevoir mon t-shirt quand je vais commander, donc parce qu'on a déjà fait des trucs en physique, on existe vraiment, tu vois. Ouais, c'est ça. Il y a des gens qui pensaient peut-être il y a 6 mois, 1 an qu'on n'existait pas vraiment ou qu'on arnaquait les gens, tu vois. Ouais. C'est possible parce que quand on est que sur internet, on est que sur internet pour eux, tu vois. C'est ça. C'est comme souvent je dis, moi je fais le parallèle avec le fait que je vois pas souvent mes vêtements dans la rue parce que peut-être je sors pas assez ou je sais pas, j'ai pas de chance. Mais je pense que les gens quand ils croisent eux du FV dans la rue, ils sont en mode ah putain, ça fonctionne vraiment. Il y a le truc en fait de c'est vraiment ça, c'est la vraie vie, c'est réel. Ah bah ouais, c'est kiffant. Et la boutique elle a ça un peu. Ouais, bah c'est le but, c'est de concrétiser, enfin de montrer vraiment le produit et de rendre réel. C'est ça. Franchement c'est cool de fou pour ça. Moi, je t'en ai déjà parlé, je crois, 2 fois. Mais moi, ce qui m'a marqué, c'est votre rebranding, tu vois, que vous avez fait. Parce que je me rappelle que vous m'ayez démarché au début. Et mais je crois que même en octobre 2019, ouais, juste avant qu'on nous soit lancé, hein. Vraiment, ouais, c'était vraiment. un PDF avec des schémas et tout. Et c'était un univers un peu beaucoup plus SketchUp. Ouais, bien sûr. Et c'est marrant comment juste le rebranding, et aussi moi, ma vision qui avait évolué, m'a changé l'idée de ah putain, il faut que je le fasse. Genre alors que c'était les mêmes personnes et peut-être même la même sélection de vêtements. Ouais. Mais moi ça m'a marqué comment je me suis dit putain c'est cool, c'est encore plus cool tu vois comme ça. Je pense qu'on a affiné la sélection aussi entre temps. Ouais. Mais ouais il y avait un truc de au départ moi j'ai ouvert avec une boutique qui existait déjà et j'ai ramené quelques meubles, j'ai ramené un peu mon univers. Mais ça restait très simpliste, quoi. J'avais pas voulu investir énormément dans la déco. Je me disais, bah, les vêtements suffisent à eux-mêmes. Et l'ambiance que moi je vais apporter, les événements que je vais faire, ça va suffire. Mais en fait, déjà en termes de com, c'est super important d'avoir un beau lieu. Et même pour les clients, c'est agréable de pouvoir acheter des vêtements dans un beau lieu. Donc, alors il me semble que c'était après le 2e confinement, si je dis pas de conneries. On a décidé pendant le 2e confinement, on a décidé de redesigner un peu la boutique. Et j'ai travaillé avec Sony, un gars qui est dans le design d'intérieur, avec qui je bossais déjà avant parce qu'il avait une marque qui s'appelait Huawei. Et du coup, on a bossé ensemble pour du coup refaire toute l'identité. Et c'est assez compliqué parce qu'en fait, tu sais pas vers quoi tu vas aller vraiment. Ouais. T'as une page blanche et tu te dis, ok, à quoi est-ce qu'il faut que ça ressemble? Bah, t'as quand même déjà des murs, donc tu peux pas faire n'importe quoi. Mais même pour le logo, tu sais pas vraiment vers quoi tu vas aller et c'est assez compliqué. Et donc on a bossé un peu. Le bleu, on trouvait ça cool parce que ça catchait un peu l'œil. Et puis il y avait un peu la référence à Colette qui pour moi est une référence dans le retail, quoi, dans les boutiques. Tu étais déjà allé? Ouais. Colette. Non, même pas. Je suis jamais allé. Non. C'est fou parce qu'il y a plein de gens qui me parlent de Colette, tu vois, mais qui n'ont jamais eu la chance d'y aller. Ouais, non, bah, j'ai vu des documentaires, j'ai vu un peu tout ce qu'ils avaient fait, mais je suis jamais allé. Ok. Et mais ouais, j'aurais aimé, hein. Non, mais c'est fou, belle ref. Et c'est fou parce que comment il reste pertinent dans le temps, je trouve. Souvent que ça revient dans nos discussions et tout, c'est marrant. Bah, c'est ça que j'aime, c'est l'impact qu'ils ont eu sur la culture et c'est ultra important pour moi. Ils ont fait des choses géniales, ils ont fait des choses moins intéressantes, mais ils ont fait des choses géniales. Et donc voilà, il y avait le bleu, il y avait le côté un peu minimaliste blanc parce que j'aimais un peu le design un peu nordique, un peu danois, suédois. D'avoir quelque chose de très épuré et aussi le côté un peu galerie pour que les pièces soient vues comme des créations, comme des œuvres d'art presque. C'est trop cool. Et je te dis, voilà, moi, genre, en tant que marque, je me suis beaucoup plus senti valorisé d'être démarché par une boutique avec cette direction artistique-là que la première fois où, en fait,
j'en avais plusieurs des boutiques qui me contactaient avec ce même style-là, mais comme Focus aujourd'hui, tu vois, beaucoup moins. Et même en 2019, t'étais déjà contacté par des marques Ouais, j'avais eu quelques propositions, tu vois. Ok, cool. Mais en fait, c'est des grandes villes, c'est Toulouse, Lyon, Paris. Ouais. Et à chaque fois, c'est soit les friperies qui distribuent aussi quelques marques indées, soit des dépôts-ventes, des machins. Quelques boutiques de vêtements, mais ouais, il y avait une grosse période où vraiment on me contactait beaucoup. Là, beaucoup moins, parce que je pense que les gens ne nous voient pas beaucoup en magasin. Je pense que si on nous voyait en magasin, on démarcherait plus en mode « Ah, ils sont ouverts à ça ». Mais ouais, on démarche. C'est fou que c'est vrai que tôt, et ça, du coup, je me suis senti grave valorisé par ça aussi. Genre le fait d'être fasse confiance à ce point-là, tu vois. Bah ouais, parce que t'as une marque qui est attractive, t'as une marque qui a de la visibilité, t'as une marque qui fait des beaux produits, donc forcément, c'est intéressant pour une boutique, surtout si elle veut se renouveler et proposer des trucs assez actuels, quoi. Parce que c'est ça, ton taf, ça doit être une grosse partie de la veille sur les réseaux, voir ce qui est cool, voir ce qui fait les gens, ce qui fait parler. Ouais, de ouf. Bah, c'est chercher des marques tout le temps. Enfin, tout le temps. Moi, je découvre des marques tous les jours. Je découvre des nouvelles marques. Il y a beaucoup de déchets. Il y a beaucoup de trucs qui sont un peu, comment dire, un peu fébriles, un peu en création, quoi, en développement. Mais c'est des trucs intéressants aussi. Et du coup, l'idée, ça va être de trouver la marque intéressante, qui a une communauté mais qui est pas trop connue, qui fait des beaux produits mais qui est pas trop cher. Enfin voilà, c'est un peu tout ça. C'est quoi le pays là où tu trouves qu'il y a le plus de créateurs qui amènent ce délire-là, enfin qui correspondent le plus à tes attentes en tant que revendeur, enfin. Là où tu trouves toujours des pépites, tu vois, à chaque fois. S'il y en a un. La France, hein. La France, ouais. Moi, je pense que la France, on a une vraie. On a une vraie communauté, enfin comment dire, on a un vrai vivier de marques indées, super intéressantes. Il y a plein de trucs différents. Après, bien sûr, il y a l'Angleterre, l'Allemagne, le Danemark aussi, il y a des trucs intéressants. Il y a une boutique d'ailleurs un peu comme ce que je fais moi, qui s'appelle Studio Star au Danemark, à Copenhague, dans laquelle je suis allé. Et eux, c'est un peu le même délire où ils mettent en avant des artistes, des créateurs, des marques émergentes. Et ils bossent avec des marques danoises, ils font des événements, enfin voilà, c'est un peu la même chose, mais au Danemark, quoi. C'est intéressant. Ça t'as dû kiffer de fou en mode putain, c'est ça que je veux faire, peut-être aussi. Ouais, bah en vrai, j'y suis allé en même temps que j'avais mon shop, donc c'était déjà ce que je faisais, et ça me confortait dans l'idée que, bah ouais, c'était cool. Je capte. Oh, c'est cool. Ah, c'est cool de fou. Mais ouais, la France, et puis je me suis fait la réflexion il y a quelques jours. Tu connais Printful ou pas du tout? Bah t'en as beaucoup parlé, donc ouais, j'ai vu tes vidéos, quoi. Ok, et j'en parle à chaque podcast, parce que je trouve ça trop intéressant comme boîte, et genre chercher parce que je trouve qu'ils sont bien présents en France, tu vois, dans l'image, etc. Ouais. Et je me suis renseigné s'ils étaient aussi présents en Espagne ou en Allemagne et tout, et j'ai pas trouvé leurs réseaux sociaux aussi actifs qu'en France, tu vois. C'est assez marrant. C'est une boîte française? Non, pas du tout. Ils sont vraiment partout dans le monde, partout en Europe, aux États-Unis et tout. Ils ont des centres partout. Aux États-Unis, ça bombarde vraiment. Et en France, c'est marrant de voir à quel point il y a des vidéos YouTube sur leur chaîne, genre 200 000 vues, qui expliquent comment utiliser leur service, tu vois. Okay. Genre, c'est des gens qui ont voulu lancer leur marque. Et je me dis qu'il y a aussi ce truc-là t'as plein de kids qui veulent créer dans le textile. Peut-être parce qu'aussi la France est à ce côté-là aussi un peu créa textile. Bah ouais, quand même. On a quand même un historique dans la mode qui est assez grand, quoi. Et c'est ça qui pousse les kids à se dire, ah, peut-être je peux le faire aussi. Ouais, et puis il y a des gars comme toi aussi qui donnent envie, tu vois. Enfin, on vient de voir justement un gars te parler dans la rue qui disait, ah bah tiens, je regarde tes vidéos, j'ai envie de monter ma marque. Et je pense que t'as ton rôle à jouer là-dedans et c'est cool. Mais comme toi, tu l'as aussi, hein, je pense, hein, en vrai de vrai. Ouais, je pense aussi. Enfin, sans me jeter des fleurs, mais je pense que certains qui ont vu que c'était possible en faisant une marque indé d'être vendu en boutique et qui se sont dit, ah bah ouais, moi aussi j'ai envie de faire ça, quoi. C'est des gens qui ont confiance, tu vois, qui nous laissent la chance et tout, donc c'est toujours ça. Hein. Non, c'est d'art. Je suis content franchement d'avoir passé le truc ici. C'était grave cool aussi de créer l'événement parce que c'est ça, t'as le truc d'événement à côté. On peut parler de ce qui se passe après ou pas? Ouais, bien sûr. Là, du coup, tu vas mettre en pause le projet? Ouais, c'est ça. En fait, je sais pas. Je préfère me dire que c'est terminé, comme ça, j'ai pas de remords derrière, tu vois. Ça reviendra peut-être sous une différente forme ou enfin moi j'ai besoin en tout cas d'avoir du temps pour faire pour faire mûrir le projet, pour faire évoluer le projet et puis pour y réfléchir. Mais dans l'idée, ouais, on ferme fin juillet. Donc il va y avoir une braderie pour liquider tout le stock et la boutique physique va fermer fin juillet, mi-juillet, je sais pas encore, ça dépend comment s'écoule le stock. Ok. Mais voilà. Et ce qui est marrant, c'est que tu disais souvent pour le après, tu vois. Soit on fait des événements, soit machin. Ouais. Le truc d'événement, il a l'air de te passionner pas mal. Ouais, bah ouais, c'est quand même en fait, c'est assez cool parce que
tu crées l'exclusivité, tu rencontres des gens, tu peux proposer des choses différentes, tu peux proposer des DJ sets, tu peux proposer comment dire, de la personnalisation pardon, de vêtements en direct. Tu peux proposer des discussions avec les créateurs, tu peux proposer plein de trucs. Et moi, c'est un des trucs qui me plaisait le plus dans ce que je faisais, c'est organiser des événements. Donc peut-être que je reviendrai pour faire que des événements, mais pour l'instant, je sais pas encore. Est-ce que ce serait pas un peu genre tout ce qu'il y a de cool dans une boutique concentré à un seul moment C'est ça, exact, ouais. Bah ouais, tu concentres ton temps et ton moment sur une journée, 5 heures, peu importe, à faire tous les trucs du coup de la vraie vie avec tout le bénéfice de faire l'événement physique. C'est ça. Sans être là dans une boutique toute la journée. C'est ça, parce que ce qui est chiant du coup, et moi ce qui fait aussi que j'ai envie de faire autre chose, c'est que quand t'as une boutique, t'es coincé de 10h à 19h, voire plus, parce que tu dois faire le ménage, tu dois faire plein de trucs. 5 jours par semaine dans la boutique. Et du coup, tu peux pas faire d'autres choses. Tes journées sont pas remplies parce que c'est quand même un marché de niche, donc t'es pas Carhartt, t'es pas Uniqlo, donc t'as pas une clientèle sans cesse, quoi. Et voilà, du coup, tu te dis ah mais merde, je pourrais être en train de faire autre chose, je pourrais être en train de bosser dans un autre taf, de créer d'autres trucs. Donc ouais, l'idée de faire que des événements, moi c'est un truc qui me paraît plus viable parce que sur une journée, on est ouvert. Si les gens sont dispo et qu'ils veulent venir, ils viennent. Et voilà, basta. On passe à autre chose après. C'est comme si tu poussais un peu la conversion. Ouais. Tu fais qu'ils viennent ici en mode parce que c'est un rendez-vous quoi en fait plus. C'est ça. Plus que quand une boutique est tout le temps ouverte, tu dis bon, moi je pourrais y aller demain, après-demain. C'est ça. Et puis tu crées une sorte d'exclusivité. Tu peux toujours aussi pour les événements proposer des produits exclusifs comme ce que tu fais pour ton événement à Paris. À Paris, ouais. Donc voilà, ça crée plus d'engouement forcément. Est-ce que tu suivais beaucoup de Tiller à l'époque? Pas du tout. Tiller, du coup, une des premières marques indé textiles que j'ai suivies, tu vois. Ouais. J'ai jamais acheté chez eux parce que le délire weed et tout, ça me parle pas du tout. Ouais. Mais je trouve intéressant de voir des jeunes que je voyais de l'extérieur créer du textile et monter leur truc. Ils filmaient un peu leur. Ils filmaient, c'était l'époque de Snap un peu. Ok. Story Insta sur leur compte perso. Et quelques vidéos YouTube. Ouais. Où ils faisaient des petites vidéos où ils racontaient un peu leur aventure, mais pas des vlogs, juste vraiment des vidéos. On va à Londres, du coup on réalise un clip où on donne des t-shirts dans la rue, machin, skatepark. Ce qui est cool, c'est assez novateur en vrai. Trop cool. Et vraiment surtout pour l'époque. Et j'y suis jamais allé à ces soirées, mais en parallèle de leur marque de vêtements, ils organisaient des soirées, peut-être même toutes les semaines à Paris, tu vois. Okay, et je trouve ça trop cool qu'il y ait ce pôle de, on fait du textile, on communique, on s'amuse, on a une image un peu jeune, branchée et tout. On fait une soirée aussi à côté pour compléter un peu le cercle, tu vois, de la vie d'un jeune, tu vois. Et je trouvais ça super fort. Je suis jamais allé, donc je sais pas comment c'était dans la vraie vie, tu vois. Mais comment ils laissaient passer de l'extérieur, ça avait l'air vraiment cool. Ouais, et je pense que aujourd'hui, les gens, justement, enfin moi je vois un peu à Lyon, ça commence à bouger beaucoup et il y a beaucoup d'événements qui se créent parce que les gens kiffent ça. Ils ont passé du coup Tiller c'était avant, mais ils ont passé quelques années Covid, confinement, machin, tout ça. Et donc du coup là, il y a une envie de bouger, une envie de faire des événements, une envie d'aller dans la musique, de danser, de profiter. Et du coup, ça me paraît logique aussi d'apporter ça en plus, tu vois. Non, c'est ça. Et franchement, à chaque fois que parce que moi aussi, mon kiff, c'est de partir sur des événements physiques pas le plus régulièrement possible, sinon tu le rends moins intéressant, mais dès que j'en ai l'occasion d'être pertinent, tu vois. Et ça résonne à chaque fois dès que je vois des événements comme ça, ou juste Racer, tu vois, à chaque fois qu'ils filment je leur trouve leur vidéo géniale et qu'ils filment leur vie. Il y a vraiment toujours ce truc-là de, ok, on a nos bureaux et tout, mais ils montrent aussi beaucoup. Je sais pas quelle place ça prend dans leur vraie vie, mais ils montrent aussi beaucoup quand ils sortent, quand ils vont rencontrer des gens. Et c'est une partie que j'ai découvert que récemment de mon taf, en fait. Et je trouve ça trop bien de la partie vraie vie, quoi. Et moi qui avais beaucoup tendance à m'enfermer dans ma chambre tout seul, tu vois, au début, je trouve ça trop important. Et c'est pour ça que je kiffe parler avec quelqu'un qui a une boutique et qui, justement, aussi trouve peut-être des limites au physique pour voir la réalité de ce truc, quoi. Ouais. Moi, j'ai vu que tu l'avais fait, je sais plus dans quelle ville, où tu t'allais justement, je crois que Racer l'a fait aussi après. Je sais pas si t'as influencé Racer ou pas, mais t'allais dans une ville. Ah oui, c'est vrai, on a fait ça 2 fois, Amiens et Rennes. Ouais. Livrer une commande soi-même. Ouais, c'est ça. Et c'est trop cool, parce que du coup, tu vois vraiment la personne qui est en face, c'est pas juste un nom sur Shopify qui dit à passer telle commande, tu vois. Tu vois la personne en face est contente parce qu'il voit aussi les gens qui sont derrière tout ça.
Surtout qu'à chaque fois, genre, on partait avec l'équipe entière du local, tu vois. Donc Ouais. à 4, eux, ils payaient rien, je leur payais le voyage. On rencontrait un mec avec qui on a passé 1 ou 2 journées pour le cas de Amiens. C'était Ouais. comme des vacances, tu vois. Bah oui, c'est trop cool. Avec un mec dans le même délire que nous, vu qu'il consomme chez nous. Enfin, c'était trop bien. Et bah, pour moi, c'était un des meilleurs moments l'année dernière, tu vois. C'est ça, et puis c'est des gens généralement qui te ressemblent, en tout cas qui se ressentent dans. C'est un mec qui dans- voulait lancer du textile, tu Ouais, vois. voilà. Et je me rappelle de son nom, tu vois, je sais à quoi il ressemble. Quand je l'ai croisé des fois à Paris, j'étais hop, ça, t'es là. trop Ah ouais, cool. ça marque toujours plus. De toute façon, l'humain, ça marque toujours plus. Donc moi, je pense que ça se perdra jamais. Mais ça va évoluer d'une certaine manière. Et, Comment tu vois, toi, un peu le marché? Parce que c'est un peu ce qu'on parlait la dernière fois. Des marques Mm. indés, tu vois vraiment ça encore évoluer beaucoup? Toi, Des marques indés? Ouais. Ouais, moi je pense que ça va. Enfin, en même temps, je mise un peu. Enfin, je misais là-dessus, tu vois. Mhm. Mais pour moi, il va y avoir une sorte de prise de conscience de ce qui se fait en France. Enfin, vraiment, pour moi, c'est comme je disais, il y a un vrai vivier de marques indépendantes. Et il y a un moment où les gens vont se dire, ok, vas-y, il y a des trucs trop cool qui se font. Et pour l'instant, on parle de trucs, mais c'est quand même très niche, tu vois. Il y a énormément de personnes qui connaissent pas la boutique. Il y a énormément de personnes qui connaissent pas FV, j'imagine. Qu'est-ce que tu penses qui freinent les gens, du coup, à consommer? Peut-être qu'ils connaissent pas? Ouais, tout simplement. Ouais. Ouais, parfois ils connaissent pas et ils ont besoin d'être rassurés. Je t'en parlais aussi. Parfois ils ont besoin d'être rassurés parce que moi il y a un truc que j'ai vu, c'est peut-être anecdotique, mais par exemple quand les gens achètent des vêtements, ils aiment bien savoir qu'ils peuvent le revendre derrière, que ce soit sur Vinted ou qu'ils puissent faire une plus-value ou que leur investissement, que s'ils dépensent 100 € ou même moins dans un vêtement, ils aiment pouvoir se dire bah derrière j'ai pas perdu ces 100 €, tu vois. C'est fou que tu le ramènes parce que moi, les premières fois que j'ai acheté des t-shirts Suprême, Ouais. donc quand ils ont ouvert juste leur boutique à Paris, et c'est vrai que j'avais ce truc-là le t-shirt me plaît, C'est je ça. vais l'acheter et parce que je sais qu'au pire des cas, je pourrais le revendre et C'est ça. Et même ce gagner truc du bénéfice à l'époque, tu vois. au pire des cas. Enfin, tu vois, genre même pour les chaussures, moi je pense que plein de fois je me suis dit bon vas-y j'achète. Au pire des cas je revends, tu vois. Mm. Et ça joue énormément. En fait, c'est le marché aujourd'hui est construit pour que même si t'es pas à 100% sûr du produit, tu vas acheter parce que tu penses que dans tous les cas tu pourras le revendre. Mm. Comme si t'avais une opportunité un peu. C'est ça. Ouais. Comme si on t'offrait cette opportunité d'acheter. Ah, c'est marrant. C'est marrant. Et donc, encore aujourd'hui, ça. Dans la boutique, on te le dit. Alors non, c'est moi qui ai fait ce constat-là parce que je réfléchissais un peu comment moi je consommais avant, comment et en vrai c'est très important, tu vois, de pouvoir, enfin que ton Rassurer investissement, voilà, donc de pouvoir, c'est là où je voulais en venir, de rassurer les clients sur est-ce qu'ils achètent un produit dans la boutique, est-ce qu'ils pourront le revendre. Et c'est pour ça que pour moi les marques indé, pour l'instant elles sont pas assez rassurantes parce que Comme tu perdais de l'argent, en fait. bah moi je considère que tu perds pas d'argent parce que Bien sûr. t'achètes une Pour quelqu'un qui création. te connaît pas, tu vois. Mais ouais, je pense qu'il y en a qui se disent ok, mais si j'achète tel t-shirt, qu'est-ce qui me dit que je vais pouvoir le revendre derrière, tu vois. Mm. Parfois tu peux pas parce que t'as pas de clientèle, ou alors faut que t'ailles justement chercher cette clientèle. C'est marrant de fou. Ok, parce que tu vois, genre, Elliot qui arrivait avec la paire de Maison de tout rouge. Ouais. Elle lui plaisait. Ouais. Mais elle était chère. Ouais. Et le dilemme, c'est je peux l'acheter, Ouais. mais c'est cher. Bon, au pire des cas, je pourrais la revendre. C'est Et ça. je perdrais peut-être 20 balles, 30 balles, tu vois. C'est ça. Et du coup, il l'a acheté. Et Bah, il l'a ouais. porté, donc pour la revendra pas, il va la garder parce qu'il va la kiffer. Ouais, c'est ça. En fait, le moment où tu hésites, on te rappelle que, vas-y, t'as une chance de pouvoir l'acheter là maintenant, profites-en. C'est ça. Et au final, tu Ok. te retrouves à acheter une paire à 200 balles. Je sais pas combien elle coûte, mais 125. ah ouais, quand même. Ouais. Ouais, tu te retrouves à acheter une paire à 225 balles alors que t'en avais ni besoin, enfin, moi, je la trouve belle, moi, mais il en avait peut-être pas à 100% envie. Enfin, voilà. Ah non, bien sûr. Et c'est ça qui est trop malin. C'est pour ça que Nike roule sur la concurrence. C'est parce qu'ils ont réussi à créer. Il y a des marques indé aujourd'hui qui arrivent à faire ça, tu penses? Eh bah, je pense que toi, t'as réussi à le faire d'une certaine manière. Certains produits, peut-être. Sur certains produits, je pense que Supreme l'a fait aussi sur ses zips. C'est sûr. Même il y a une plus-value qui peut se faire derrière et c'est trop bien parce que du coup, bah, tu rassures, tu permets à des gens de porter des produits qui sont rares, exclusifs, et derrière, ils peuvent revendre si jamais ils se lassent ou s'ils veulent plus porter. Je sais pas qui d'autre l'a fait. Je vois pas d'autres exemples. Bah, PPSC. PPSC. Supro, je sais pas. Les Versys se revendent, tu vois. Ah ouais. Ok. Bah, Bah, je sais plus qui disait, mais au moins 300-400 balles, tu vois. ok. Ah oui, Je pense donc pas que c'était ouais, à ce c'est point-là, cool. tu Ouais, c'est fou, Ok. c'est fou. Ouais, bah Supro. Pour moi, PPSC, Cortez, tu vois. Enfin, c'est vraiment les exemples de marques qui t'achètent. C'est super difficile d'acheter. Tu dois avoir un mot de passe. Tu dois être au bon moment, au bon endroit. Et si t'achètes, après, tu peux soit revendre, soit porter. Et parfois, ce que tu fais, c'est que t'achètes une commande de 4-5 articles, t'en revends 3, t'en portes 2 et t'as remboursé ta commande. Ça. Quoi. Bah, y en a beaucoup qui pensent comme ça, je pense, pour ce Ouais. genre de produits
Bah même j'ai acheté 3 paires de ce modèle-là, je l'aime bien, et je revends les deux, ça va payer ma paire. Enfin, je sais que c'est beaucoup un fonctionnement dans la sneakers. Plus à l'époque, il y avait les plus gros billets à se faire. Ouais. Mais t'as été un peu. Bah, moi, j'en parlais avec Jean du Look Dunum, et bah, moi à la base, j'ai découvert du coup les marques. En gros, j'étais beaucoup sur Facebook, sur des groupes Facebook, mais pas sneakers et tout. Et je vois des amis à moi en commun qui rejoignaient plein de groupes. C'était vachement poussé. Il y avait French Headquarters au début. Après, j'étais passé beaucoup de temps sur Origin. Enfin, tous les trucs. Truck Sneakers. Truck Sneakers à fond, Factory et machin. Enfin, j'ai passé beaucoup de temps. Et donc, forcément, il y a une époque, j'étais matrixé. J'arrivais juste avec des photos reconnaître les vrais, les faux CZ. Je m'amusais à ça, tu vois. Enfin, bah, on bouffait que ça. Pendant des années, on a bouffé que ça, j'ai l'impression. Bah, Facebook à fond, tu vois. Je sais pas si c'était le meilleur endroit parce qu'en vrai, avec du recul. C'est un peu la mafia et l'ambiance était bizarre, je trouve. Ouais, bah t'avais des gens qui. Non, mais genre, bah moi, tu vois, genre, je me rappelle Origin, tu vois. Il y a un des admins Nimascam, tu vois. Un admin. Ok, ouais. En profitant du fait que j'étais jeune et débile, tu vois. Mais bah, il y avait des gros sous, donc forcément, il y avait des requins et forcément, il y avait des arnaques, quoi. Tu vois, le truc un peu bizarre bref. Mais en vrai, ça m'a grave éduqué, par contre, pour le coup. Et bah, c'est là où j'ai fait toute ma culture. Parce que souvent des gens ils partageaient des vieilles pièces suprêmes en mode ça c'est une pépite, genre des collabs avec Basquiat de 2008 machin. Ouais, de ouf. Et du coup ça m'a grave éduqué sur l'environnement, les artistes présents, puis le marché aussi. Comment rendre un vêtement intéressant et sexy quoi. Ah mais c'est super intéressant et puis on est en plein dedans tu vois. Ouais, on est en plein dedans de fou. Et ce qui est marrant, c'est aussi que je trouve beaucoup, juste pour revenir à Suprême, il y a plein de gens qui disent ouais Suprême c'est mort et tout. Moi je pense qu'ils n'ont jamais autant vendu qu'aujourd'hui, il fait autant d'argent qu'aujourd'hui. Ouais, moi je pense que. Parce que leur boutique a full le monde tous les jours. Les touristes. En gros, j'ai l'impression dès que tu vas dans une capitale, les touristes passent chez Suprême parce que dans leur ville habituelle ils n'ont pas l'occasion et ils écoulent full stock, tu vois. C'est assez marrant. Bah ouais, mais moi je suis allé à Paris pour la Fashion Week il y a 6 mois. Et j'ai pas fait beaucoup de magasins, mais je suis allé à Suprême parce que moi je considère qu'ils sont toujours assez innovants, ils arrivent toujours à faire les bonnes collabs, ils arrivent toujours à faire les bons produits, tout en étant en même temps de niche et en même temps mainstream et assez pertinent, tu vois. Moi ce qui me choque c'est leur collab à chaque fois, genre c'est ici ils font un vélo, ça va être avec la marque de vélo la meilleure, tu vois. Ouais, c'est ça. Ça va être écrit Moa. Si ça va être une montre, bah ça va être. Mais même ils ont fait de la poterie, alors c'était un vase en faïence. Avec un créateur allemand ou je sais plus quoi, un vase à 2000 balles, mais ils ont pris le gars qui savait faire des vases en faïence le plus fort. Et ça je trouve ça fort, bah déjà un peu éduqué tu vois aussi les jeunes. Carrément. Je pense qu'ils ont un gros rôle de fou et ouais c'est trop fort. Et même quand ils font des collabs avec Futura ils en ont fait pas mal et Futura ça reste un grand donc c'est pas forcément d'éducation mais ils ont fait pas mal de collabs avec des artistes beaucoup plus petits que Futura et moi je trouve que c'est trop important parce que du coup il donne de la légitimité et il donne de l'intérêt à ces artistes-là, quoi. Et en vrai, je me dis, les artistes sont quand même beaucoup mis en avant, je trouve, chez Suprême. Ouais, carrément. Sur les pages produits, c'est régulièrement écrit, ce qui n'est pas le cas de toutes les marques. Ouais. Sauf quand l'artiste leur rapporte des ventes, ils le mettent, mais... C'est signé par l'artiste, généralement, en bas du truc. Ouais, c'est vrai, hein. J'avais pas pensé à ça, mais... Peut-être c'est le truc un peu culturel de... la culture skate, je sais pas, où on s'ensemble, je sais pas, peut-être je me fais des idées. Ouais, maintenant je sais plus s'ils le font vraiment pour la culture, parce que, encore une fois, il y a des histoires de sous derrière, mais ça fait partie de l'ADN de Suprême d'être un acteur du mouvement, un acteur de ce qui se passe autour d'eux, quoi. Non, c'est assez marrant. Et puis ça m'attriste, parce que en vrai, quand je vois tous ces trucs-là, je me dis c'est ça qui me donne aussi aujourd'hui envie, d'être acteur de mon mouvement, de ma culture un peu, tu vois. Ouais, de ouf. Je pense que c'est ça qui nous a... Peut-être toi aussi l'idée de faire directement... C'est ton premier business dans ce milieu-là ? Ouais. J'ai fait des études avant et puis après, direct après... T'as fait quoi comme études ? J'ai fait des études dans l'audiovisuel. Ok. J'ai toujours eu envie de réaliser, de construire des films, quoi. Et en fait, après mes études, je sais pas, j'étais un peu démotivé. J'avais un peu vu l'envers du décor, donc il y avait un peu moins la magie de ah putain, c'est ça le cinéma, c'est génial et tout. Et du coup, j'avais cette passion de la SAP parce que j'étais déjà dedans, je m'intéressais déjà aux marques indé, je m'intéressais à la SAP en général. Et du coup, étant vendeur parce que j'étais vendeur du coup dans ce magasin avant, qui était le magasin de mon père. Je lui ai proposé du coup de récupérer le magasin pour pouvoir faire moi mon projet et donc voilà, c'était directement, je crois que j'ai terminé mes études en juin 2019. Je t'ai mouillé direct en fait. Et j'y suis allé direct en novembre 2019. C'est fou. J'ai eu quelques mois pour construire, c'est pour ça qu'aussi la DA était pas complètement terminée quand j'ai ouvert. Mais c'est non mais
moi, j'ai appris, tu vois. Enfin, c'était ultra formateur et j'ai aucun regret, tu vois. Mais voilà, ça explique aussi pourquoi c'était potentiellement amateur au début aussi. Mais je le vois pas d'un mauvais œil, c'est plus... C'est quoi les plus grosses surprises que tu as eues du coup en lançant le truc? Là où tu t'attendais pas du tout que ça allait se passer comme ça? Déjà l'attente, en vrai, je me rendais pas compte que passer... en plus, si, je me rendais compte parce que j'étais déjà vendeur ici. Je pense que je me mentais un peu à moi-même en me disant il va y avoir l'engouement direct et il va y avoir des clients directs. En fait, le premier mois était un bon mois parce qu'il y avait un peu l'aspect nouveauté et tout le monde venait voir un peu ce que je faisais et tout, ce qui était cool. Mais l'attente, ça représente quand même une charge assez importante d'être vendeur, quoi. Et tu passes des heures à attendre. Bon, tu fais d'autres choses, tu réponds à des mails, tu vas contacter de nouvelles marques, tu fais de la veille, machin. Mais t'es quand même toujours dans l'attente qu'il y ait un client qui rentre, quoi. Donc tu dois toujours être prêt, disponible. Ouais, c'est ça, ouais. Et ça, c'est un truc que je pense que j'avais pas assez anticipé. Et ouais, voilà. Après, il y a tous les aspects chiants administratifs que j'avais aussi un peu effacés de ma mémoire, un peu effacés de... Oui, parce que là, du coup, tu peux passer de vendeur dans une autre boutique à là, gérer ta société, ouais, c'est ça, c'est pas pareil. Gérer le cash flow, etc. Ouais, c'est totalement différent. Surtout que tu prends les décisions de quel stock tu t'achètes, machin. En fait, ouais, t'as des décisions toutes les heures, quoi. Tu dois prendre des décisions de qu'est-ce que tu vas communiquer, qu'est-ce que tu vas acheter, qu'est-ce que tu vas vendre, qu'est-ce que tu vas... tout, en fait. Tu prends des décisions tout le temps et toi, tu dois le savoir mieux que moi. Ouais, mais, bien sûr. C'est usant en fait. Enfin, moi je considère que c'est pour ça que je sais pas si j'ai un esprit entrepreneur, tu vois. Je pense que je l'ai d'une certaine manière parce que j'ai voulu monter ce business, mais je sais pas si je suis fait pour recevoir autant d'infos et devoir prendre autant de décisions tous les jours, tu vois. Peut-être que t'es pas fait encore aujourd'hui, mais plus tu vas te faire les Ouais, peut-être. Il y a ce truc là aussi, chaque nouveau problème est vraiment un défi. Ouais. Genre, on a des problèmes à régler tout le temps, tu vois, c'est pas nouveau, comme dans chaque business. Et genre, avant je stressais beaucoup, j'étais en mode putain, comment je vais faire vite déborder, tu vois. Et maintenant c'est putain, trop bien, comment je vais faire pour résoudre ça, tu vois. Ah ouais, je suis pas encore là. Tu vois, et je suis en mode, putain, c'est cool, je vais apprendre à faire ce truc là. Parce que je savais qu'il allait arriver un jour. Enfin, je suis désolé. Non, je savais qu'il allait arriver un jour, et comment je fais pour me préparer et réagir au mieux. Et donc ça peut être tout n'importe quoi comme problème. Un mec qui commande avec une carte bleue volée, moi qui veux améliorer mon site, machin, tous ces trucs là. Je suis content de les faire parce que je découvre, en fait j'ai ce truc là où j'ai grave envie de découvrir plein de petits trucs. Ok. Je pense après c'est propre à chaque personne, mais au début j'étais beaucoup aussi en mode putain comment je vais faire. Ouais. Vu que j'ai confiance en aussi peut-être là où je veux aller, ma vision et tout. Ouais, je pense que ça joue le aussi. chemin et que forcément il y a des embûches, il y a des zigzags et tout, mais c'est marrant. Et comment tu définis un peu en shop du coup les pièces sur lesquelles tu vas dire là je prends du risque est-ce que des fois tu prends du risque? Comment ça se passe un peu? Ouais, bien sûr. Est-ce que tu t'achètes une grosse partie du stock qu'il y a ici? Ouais, maintenant, ouais. Alors, je faisais beaucoup de dépôt-vente au début, je faisais quasiment que ça. Maintenant, 80% du stock, c'est du stock qui m'appartient. Parce que aussi, peut-être, ça te permet d'accéder à des marques qui voulaient pas faire des dépôt-ventes. Ouais, déjà. Et puis, en fait, c'est plus simple pour gérer tout ce qui est les soldes, de gérer ta marge. Et puis, même, en fait, tu reçois une commande, tu fais ta commande, tu fais un acompte ou tu fais le virement complet. Et tu reçois ton stock et en fait c'est fini, tu vois. Alors qu'en dépôt-vente, tu dois faire des bilans tous les mois, tu dois faire, la marque doit faire des factures, toi tu dois faire des virements, tu dois toujours tenir au courant. Moi t'as un côté plus humain parce que du coup tu peux le faire du coup avec des petites marques et tu tiens un peu au courant tout le temps de est-ce que ça s'est vendu, comment ça se passe, machin, tout ça, comment est-ce que les gens reçoivent les produits. Mais c'est trop chronophage, quoi. Je suis d'accord, ouais, je vois. C'est beaucoup trop chronophage. Alors que normalement, une boutique qui vend des marques déjà bien installées, c'est tous les 6 mois, Fashion Week, tu fais une dizaine de showrooms, tu fais tes commandes pour la saison, pour la saison de l'année prochaine. Tu les reçois du coup 8 mois après et tu communiques, tu vends et tu soldes s'il en reste, tu basta, tu vois. Tu t'achètes beaucoup par le physique du coup, par les rendez-vous physiques? Ouais, c'est quand même, c'est pareil, tu vois. En fait, l'humain, il a toujours de la valeur. On a beau dire, maintenant, on peut passer, on peut faire des comment on appelle ça, des meets, des zooms, pour pouvoir acheter des vêtements. T'as des interfaces complètes où tu peux acheter des vêtements pour des B2B. Mais plus pour moi, parce qu'en plus mon concept est de niche. Il faut que tu ailles vendre ton projet, il faut que tu ailles draguer encore une fois la marque
Et il faut que tu ailles dire qu'est-ce que je peux vous apporter, comment est-ce que je vais travailler, comment est-ce que je vais faire le taf. Et si tu vas pas voir la personne et que tu vas pas te mouiller un peu, ça marche pas généralement, quoi. Enfin, Blue Marble, je disais, c'était assez inespéré qu'il soit vendu en boutique parce que pour moi, c'est une marque vraiment installée, haut de gamme et j'y suis allé un peu au culot. Je suis monté à Paris, j'avais contacté le commercial et du coup, on discute pendant 1 heure, je lui explique mon projet, il kiffe ma personnalité, il kiffe le projet et il se dit bon bah vas-y, on tente, on essaye et voilà. Et t'as réussi alors, c'est cool. Ouais, okay. C'est ça. Et donc qu'est-ce qui fait que tu définis un peu ce risque-là, genre sur telle marque telle tu vas prendre du risque parce que peut-être tu vois par rapport au... Je reprends le cas de Racer parce que on en a parlé et tout. Et tu m'as dit tiens c'est fou, ils ont plein de fans ou d'influenceurs, ils ont une communauté très engagée. Ouais. Ça c'est des facteurs que tu vas prendre en compte sur... Bah bien sûr. Ouais. Ouais, il faut savoir qu'il y a des marques qui ont pas de clientèle ou presque pas de clientèle déjà, donc parfois tu prends un risque en te disant moi je fais confiance en cette marque et en ce produit, mais je vais devoir la créer cette clientèle quoi, parce qu'elle n'existe pas encore. Plus le produit que la marque au final. Ah je sais pas. Non, je pense que je fais plus confiance à la marque. Un trust dans le sens. En gros, dans le cas où la marque n'est pas encore installée, tu l'achètes pour le produit et pas forcément pour la marque et la direction artistique à la marque, puisque tu vas toi-même vendre et le créer en boutique. Je crois que je suis plus. Non, je crois que justement c'est plus la marque qui va me parler dans sa DA, dans son univers, dans son storytelling, et puis derrière je vais me dire. Enfin, vas-y, j'achète ces produits de telle marque parce que telle marque me plaît. Ok. Je crois que c'est plus comme ça que je le vois. Mais du coup, comment est-ce que je prends des risques ? C'est moi déjà, je trouvais ça intéressant de pas vendre que des t-shirts imprimés, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de marques qui commencent par des t-shirts imprimés, ce qui est très bien, tu vois. C'est pas une critique, mais j'aurais pas pu moi monter une boutique avec des t-shirts imprimés parce que les gens se seraient dit, bah vas-y, diversifie-toi. Donc dès le début j'ai eu envie de vendre des vestes, des pantalons, des chaussures, enfin des chaussures je les ai eu tard mais voilà plein d'accessoires différents, des vêtements différents. Donc forcément quand tu achètes une veste et que tu dois la revendre, là par exemple j'ai des vestes Norsil, elles sont à 340 quelque chose comme ça. Ouais tu prends plus de risques parce que tu aurais pu prendre juste un pull avec marqué Norsil et tu le vendras plus facilement. Il faut savoir aussi que tu vends plus facilement des vêtements simples. Parce que les gens, par exemple, on arrive en été, ils cherchent un t-shirt blanc, un short noir. Okay. Donc du coup, ils vont aller dans les boutiques chercher un t-shirt blanc, un short noir. Et s'il y a marqué une marque, enfin peu importe, on s'en fout, mais ils ont déjà une idée en tête. Alors que si tu proposes un produit qui est un peu plus compliqué, bah, tu as moins de chances de le vendre. Parce que les gens, quand ils vont en boutique, ils savent ce qu'ils cherchent, en tout cas la plupart des consommateurs qu'il y a ici. Ouais, je pense que tu sais... Enfin... Et si la démarche d'aller en boutique, peut-être c'est parce que... Soit j'ai envie de me laisser surprendre, mais c'est peut-être plus rare, que j'ai besoin d'un vêtement, j'ai besoin d'un pantalon, j'ai besoin de... Il y en a qui se laissent surprendre, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui se disent « Ok, vas-y, c'est l'été, j'ai besoin de refaire ma garde-robe » et qui savent déjà un peu qu'ils veulent un t-shirt, une casquette, un short et tout. Enfin, il y a quand même... tu pars avec une idée en tête, quoi. Ok. Ou tu as déjà regardé sur le site. Enfin, moi, je sais qu'il y a beaucoup de clients qui vont d'abord sur le site voir ce que j'ai et puis après qui viennent en boutique essayer. Ok, d'où l'importance que ça soit bien synchronisé d'ailleurs. Ouais. Ok. Ouais, c'est super important. Tu vois, j'ai eu un site qu'à partir du premier confinement. Ouais. T'as vu la diff Ouais, c'était important déjà d'avoir comment on appelle ça une carte de visite, enfin une présence en fait aussi. Hein. Une présence web et puis que les gens puissent voir ton stock en numérique pour ensuite venir en physique, quoi. Il y a un truc qu'il y a sur ton site, mais aussi beaucoup d'autres boutiques, le retrait en magasin. Ouais. Ça arrive souvent ce genre de cas où les gens ils préfèrent quand même venir en magasin faire l'achat et prendre la décision en boutique. Ça arrive, bah tu vois par exemple ce matin il y a un gars qui nous envoyait un message, il disait ah bah tiens je veux telle paire de chaussures mais je suis pas sur Lyon en ce moment, est-ce que c'est possible de la mettre en click and collect et de venir la récupérer dans une semaine, tu vois. Okay. Et ouais ça arrive pour ces cas-là, tu vois. Okay. Parce que il veut la réserver, enfin dans le sens il est sûr qu'il veut la paire, il peut pas la prendre maintenant mais il veut pas payer les frais de livraison parce que il est sur Lyon normalement. Donc il la réserve, c'est une manière de réserver le produit et puis de venir le chercher. C'est pour quand tu as des produits qui sont vraiment demandés ou que les gens veulent réserver tel produit parce qu'ils ont eu un coup de cœur. Non, je capte, c'est marrant, c'est vraiment intéressant. Si moi je suis une marque indé, tu vois, en l'occurrence moi, et que je cherche à me faire distribuer,
Quelle est la démarche de moi, du coup, qui va vers les boutiques? C'est quoi la meilleure manière pour être bien vu et essayer d'être vendu à tes yeux? Ça peut être par le produit, par la méthode, par les documents que j'envoie. Alors, il faut savoir que moi, généralement, c'est moi qui fais la démarche, la plupart du temps, parce que c'est un truc qui est assez peu ancré dans le marché des marques indé de vendre en physique. Ouais. Donc, je crée un besoin, tu vois. Ouais, ils se posent la question, en fait, quand tu les contactes. C'est ça. Donc, généralement, c'est moi qui contacte et qui dit, bah voilà, j'aime ton taf, est-ce que tu serais chaud de vendre en boutique? Généralement, même j'envoie un dossier de presse ou une sorte de PDF, un truc comme ça. Mais si une marque devait me contacter... Qu'est-ce que tu apprécies toi en tant que revendeur, tu vois? Ouais. Qu'est-ce que tu cherches à savoir si tu la connais pas encore? Bah, une sorte de petit descriptif de storytelling en 2-3 phrases de qu'est-ce que la marque, pourquoi j'ai lancé ça, un mot sur le créateur aussi parce que c'est toujours intéressant. On a besoin de connaître l'humain derrière. C'est vraiment important aujourd'hui. Bah, dans le B2B encore plus, j'ai l'impression, parce que bah, tu vas bosser avec quelqu'un, tu vas échanger des mails avec quelqu'un, et si tu te rends compte que ça ne matche pas, ok. Ouais, t'as besoin de matcher aussi avec l'humain derrière, quoi. Donc ouais, une description, éventuellement un PDF, un dossier de presse, un truc qui retrace un peu toute l'histoire de la marque avec quelques photos. Et puis un lien vers le site, un lien vers le Insta, tu vois, qu'on puisse, parce que du coup on se fie beaucoup à Instagram malheureusement, et bah, c'est un outil comme un autre, tu vois, mais le nombre d'abonnés pour pouvoir évaluer la clientèle possible, est-ce qu'il y a de l'interaction derrière les posts, est-ce que tout ça, et puis le site pour pouvoir voir les prix, pour pouvoir voir le prix positionnement ou retail. Ouais, après, les prix retail, c'est en second... Enfin non, remarque. C'est généralement... tu négocies avec une marque après avoir dit « Bien, on bosse ensemble » et après, on parle des prix, tu vois. Enfin, moi, je le faisais comme ça. C'est peut-être pas le meilleur moyen, mais non, mais déjà de voir les prix de revente pour savoir si tu pourras vendre les produits en boutique, quoi. Ouais, ça colle aussi. Ouais. Ok, intéressant le fou. Peut-être ça aidera du monde si jamais ils veulent n'hésitez pas. Mais ouais, ok, je capte. Ouais, en fait, un dossier, quoi. Présenter son truc. Ok. Ouais, c'est ça. Ou même moi, je préfère encore quand un gars vient me présenter les vêtements directs. Quand c'est des Lyonnais. Ça se fait beaucoup, ça? J'ai eu beaucoup de marques qui venaient directement en physique, soit avec les vêtements, soit avec des photos, machin, et qui me disaient, bon, bah moi j'ai fait ça, j'ai fait ce projet, est-ce que tu serais intéressé Enfin, voilà. Et c'est encore mieux parce que du coup, tu as l'humain, tu as les produits physiques directement, et ils te parlent des prix, tu peux discuter, machin. Et ça, il y a déjà eu le cas où ça a converti en boutique pour toi? Pourquoi pas? Je sais plus. C'est possible, ouais, c'est possible que ça ait fini. Ok, donc aller vers les gens. Ouais. En fait, si le projet t'as vraiment envie d'être vendu, faut aller vendre ton truc toi aussi, en fait. Ça, ouais, faut y aller au culot, faut aller voir les gens, faut. Puis même, en fait, on reçoit des messages, on répond pas à tous, on les voit pas tous, enfin, sans dire qu'on est submergé de messages, mais parfois, t'as la flemme, machin, ou t'as l'impression d'avoir vu 10 fois cette marque et tout. Donc ouais, non, c'est important d'aller voir les gens en vrai, quoi. Ou de les appeler même. Enfin, moi, j'aime bien quand on m'appelle et qu'on me dit ah bah tiens, je voulais t'envoyer un mail, mais je t'appelle, je voulais savoir ce que t'attendais d'une marque ou quoi. Parfait. Ah, c'est génial. Ok. Après, moi, je suis comme ça, hein. Mais je sais pas si c'est le cas de tout le monde. Et peut-être parce que t'es un petit indépendant et que c'est différent sur une boutique où le mec il a des vendeurs, donc c'est différent, peut-être pas eux qui vont répondre au téléphone et tout. Enfin, c'est ça. Et que j'ai le temps, moi, de prendre le temps de répondre et de discuter de ça. Enfin, je l'ai pas toujours, mais. Non, je capte, c'est trop intéressant. Parce que peut-être que nous, du coup, quand on arrivera à faire de plus grosses marges, on pourra être plus facilement revendu en boutique. C'est ce qui nous freine, tu vois, vraiment aujourd'hui. Enfin, tu le sais, c'est que le produit nous coûte trop cher et qu'on gagne pas assez d'argent pour qu'une autre personne par-dessus gagne de l'argent. En général, en gros, ce qu'on dit, c'est qu'il faut que les vêtements, tu puisses faire x2 et x2. x2 une fois pour toi et après pour le revendeur. Et on n'y est pas. Et en vrai, ça doit être compliqué. Il faut des volumes, je pense, pour faire ça. Ou alors vendre plus cher. Alors, je pense que moi, t'es peu cher. Déjà, et bon, le volume tu commences à l'avoir, mais je pense que ouais, parfois moi j'ai des marques qui font 50 fois un produit, tu vois, ce qui est ridicule en termes de quantité. Donc ouais, le ridicule peut-être pour aller vers ces marges là, quoi. Ouais, non, mais pas ridicule, c'est pas péjoratif, mais dans le sens
bah, c'est petit, quoi. Quand tu vas voir une usine, tu dis, bah, moi, je veux 50 fois ce produit. Il y en a qui vont pas te répondre. Le prix, soit on va pas te répondre, soit on va t'envoyer chier, soit on va te dire, bah, c'est tel prix et tu t'alignes, quoi. Parce que t'as pas le choix. Ouais, alors que nous, on arrive. C'est vrai que maintenant, c'est l'usine on peut négocier, tu vois. C'est ça. Ce qui n'était pas possible avant. T'as inversé le rapport de force, et c'est là où tu peux négocier les prix, et c'est là où tu peux proposer des prix plus attractifs, soit à tes clients, soit toi marger plus, soit permettre à ce qu'une boutique marche derrière toi. Ouais, c'est l'étape, je pense, des 2 prochaines années, c'est commencer à gérer ce truc-là de production, gérer mieux les marges, et du coup aller vers potentiellement les boutiques ou. Je sais pas si j'ai envie d'être distribué par des distributeurs. Parce que ça aussi, c'est un truc, toi tu bosses pas avec des chaînes, des trucs, Je sais que les SketchUp par exemple, ils ont Vosset ou je sais pas quoi qui font de la distrib, où en gros ils ont un catalogue de alors on a œuf, telle marque de skate, machin chose, qui est-ce que tu veux, machin, et tout est centralisé par un seul interlocuteur. Toi tu vas vraiment au cas par cas. Ouais, alors après il y a des showrooms. C'est des distributeurs en fait, mais t'as un showroom à Paris qui s'appelle Talk Studio et eux ils vendent Arte, Daily Paper, ils revendent, ils distribuent quoi. Ils font le lien entre la marque et la boutique. Et donc ils gèrent tous les échanges, la négoce. C'est ça. Et puis c'est plus facile aussi parfois parce que t'as des marques anglaises ou hollandaises. Et qui vont peut-être pas prendre le temps d'avoir un interlocuteur en France et du coup eux sont chargés. Ok. Donc c'est plus simple. Ok. Mais ouais. Donc ça m'arrive, mais dans la majorité des cas, c'est moi qui vais démarcher et c'est un échange de mails entre la marque et la boutique, quoi. Ok. Alors, purée, est-ce que tu as un truc à rajouter un peu sur le fait de vendre en physique, ton expérience ces 2 dernières années, ou même juste par rapport aux gens qui pourraient écouter ce podcast? Sur la vente en physique en général, qu'est-ce que je pourrais dire? Bah, c'est trop cool. Moi, je suis un passionné de boutique de base. Je suis un gars qui kiffait justement aller dans les boutiques à Lyon, discuter avec les vendeurs. En fait, je pense que j'ai aimé la boutique, enfin aimé les boutiques avant d'aimer les sapes. Parce que j'aimais les univers qu'il y avait. Parfois, il y avait même une odeur particulière dans une certaine boutique. Colette, c'est ça. Une musique. Moi, je mettais beaucoup de temps sur ma playlist et tout. Un vendeur avec qui tu vas pouvoir discuter, tout ça. Moi, je pense que... Enfin, moi, je suis passionné de boutiques physiques. Et je pense qu'il y en a aussi d'autres. Et donc, du coup, je pense que ça existera toujours. Mais peut-être que ça va évoluer d'une manière un peu différente, où maintenant on voit de plus en plus de boutiques qui proposent un café, de quoi manger, de quoi acheter des figurines, de quoi acheter des vêtements. Mais un lieu plus qu'une boutique en fait. C'est ça. Mais un multimarque qui vend que de la SAP, je sais pas si c'est économiquement viable si t'as pas les comptes Nike, Adidas, Yeezy. Ok. Voilà. Je capte. Super intéressant. Du coup, si t'as à refaire, peut-être tu combinerais avec notre activité. Ouais, peut-être. Les gens auraient moins de mal à rentrer dans une boutique. Ouais, c'est ça. Si c'était à refaire, je ferais soit que des événements sur les temps courts, soit je ferais, je sais pas, salon de thé où je propose des cookies et à côté tu peux acheter des vêtements de marque indé. C'est vrai que c'est plus facile de rentrer dans un café que dans une boutique. Aussi, ouais. Parce que tu te dis, ah purée, ça va être cher, machin, dans une boutique de vêtements, alors qu'un café, tu sais que tu t'en sortiras jamais. Enfin, tu peux rentrer en disant. Je vais pas dépenser plus de 5 euros. Enfin, moi, je réfléchis des fois comme ça. Ouais, bien sûr. Alors après, moi, je considère que tu peux rentrer... Enfin, des milliers de fois, je suis rentré dans une boutique sans rien acheter, tu vois. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui culpabilisent, tu vois. Ouais. Sur la boutique. Et parfois, moi, j'essaie d'expliquer aux gens que... tu sais, il y en a qui s'excusent. Ah, désolé, j'ai essayé un truc, mais je l'ai pas pris. J'essaie de les rassurer en leur disant, bah, c'est pas grave, tu vois, déjà, t'es rentré, on a discuté et c'était cool. Donc moi je considère que dans tous les cas faut rentrer dans les boutiques et au pire si ça fait chier les vendeurs bah c'est pas grave, ça fait toujours du mouvement dans la boutique, ça fait toujours quelqu'un qui va parler de la boutique, ça fait toujours c'est toujours bon à prendre, tu vois. C'est débile de dire non j'ai pas envie que tu rentres si t'achètes pas, tu vois. Je pense. Non mais c'est pas intéressant. Et du coup ouais je pense que ça casse un peu la glace de se dire ok si je rentre au pire je peux m'acheter juste un cookie à 3 balles et le manger sur place et ça casse un peu la culpabilité, je pense. Ok. Ouais, puis tu vis quand même l'expérience. Ouais. Au final. Ouais, tu vois les mêmes vêtements. Ouais. Je capte ça. C'est pas intéressant. Bah écoute, je te remercie. Tu veux rajouter encore un truc, peut-être? Non, c'est tout bon. On peut retrouver du coup Focus EDC sur Twitter, Insta et sur Internet, focus-edc.com. C'est ça, exact. Vous êtes 33 rue Romarin à Lyon. Jusqu'à fin juillet. Jusqu'à fin juillet, normalement, on n'est pas encore sûr de la date de fin. Venez ici, vous distribuez Avenir, acupuncture. Acupuncture, racer, sudisme, look dunum,
Il y a du CIS un peu. Il y a du CIS, Bizarre, j'ai plus tous les noms en tête, Norsil, enfin voilà, il y a pas mal de marques différentes. Si vous êtes de passage sur Lyon, venez, surtout que peut-être qu'après il y aura des stockages. Ouais. C'est l'occasion ou jamais. C'est ça. Venez avant si vous voulez être sûr d'avoir votre time, et si vous voulez prendre le risque, c'est l'occasion ou jamais. Voilà. Est-ce que tu veux plug tes réseaux à toi? Peut-être bon, je m'en fous un peu. Non, je sais pas, des fois les gens. Tu te mets pas beaucoup en avant, toi. Ouais, c'est un truc qu'on m'a reproché. On me disait, putain, mais vas-y, tu dois incarner la boutique, tu vois. Mais c'est un truc que j'aime pas, tu vois. Même là, parler devant une caméra, c'est un peu un effort pour moi. Ok. Et mes réseaux, c'est plus pour mes potes et éventuellement les gens avec qui je bosse, mais. Si vous voulez les follow, c'est Mathis-FCS, mais... Non, mais c'est pour échanger, envoyer des messages. Je sais que souvent, après les podcasts, les gens ils aiment bien aller parler avec les interlocuteurs en mode putain trop cool, ou rebondir sur ce que t'as dit. Ouais, si vous voulez venir parler, c'est avec plaisir, je prendrai le temps de répondre. Mais tu vois, par exemple, j'accorde pas du tout d'importance à mon image numérique. Enfin, si, j'accorde de l'importance, mais je m'en fous un peu. Tu vois, j'ai 3000 abonnements contre 300 abonnés, tu vois, mon ratio est nul et je m'en fous un peu, tu vois. C'est vous qu'on se mette la pression là-dessus, quoi. Tu vois, ouais. Je suis intéressé par 3000 personnes, mais je peux pas parce que j'ai que 300 abonnés, tu vois, ouais, c'est ça. Alors que moi, j'ai envie de voir tout ce qui se fait et je considère que j'ai pas envie de louper ça juste pour pouvoir avoir une image numérique plus propre et encore selon quoi, tu vois. Ouais, c'est ça, selon quoi, en vrai, on s'en fout. De fou. Bah écoute, merci pour ton temps. Merci à toi. Allez découvrir Focus avant que tu prennes ta petite pause. En vrai, je pense que c'était cool et je suis content d'avoir enregistré ce jeu-là dans ce podcast. On se retrouvera plus tard pour sûr. Si tu vas refaire un truc, c'est sûr. Je pense, je sais pas. Si t'en parles, c'est que l'idée te trotte déjà, tu vois, donc... Ouais, je kiffe, donc ça me trottera dans tous les cas. Parfait. On verra. Mais je suis content, merci à toi pour ton temps et de fou d'avoir pu créer ce lieu de rencontre, d'échange là pendant une semaine. C'était très cool. Merci. Cool d'avoir fait le petit événement et c'est cool pour la culture. Il y a un moment qui s'est passé ici. Moi, je parle beaucoup de culture parce que je suis matrixé par ça en ce moment, mais on a créé ce petit lieu, ce petit moment et les 3, 4, 10, 20 personnes qui sont passées, on les a marquées, ne serait-ce qu'une journée, tu vois, et c'est cool. On a réussi. Moi, j'ai réussi ma mission juste pour ça et en partie grâce à toi, donc. Ouais, c'est le plus important. Et puis après. La viabilité d'un business, ça vient après, tu vois. Déjà, tu crées une culture et après... J'y crois beaucoup, surtout avec des événements qu'on communiquera après, mais c'est trop important la culture. Et puis je pense que les gens nous le rendent avec le temps, en fait. Tu vois, par rapport à ce que tu as fait pour eux, donc voilà. Bref, ciao. Merci encore. On est à quoi? Quasiment 1 heure. Incroyable. Ok, parfait. Bon. Merci.